Cette première manifestation est tournée autour du thème de l'esprit de service, lié à l'esprit de performance. ISIS, comme vous le savez, dont ça a peut-être échappé à quelques-uns, donc je le précise, nous avons décidé de changer un peu notre appellation cette année. C'est toujours ISIS, mais alors que jusqu'à présent nous étions The Institute for Service, Innovation and Strategy, nous sommes maintenant The Institute for Strategic Innovation and Services. Bon. Subtil changement dont je vous laisse le soin de savourer, c'est mignon. Bon. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'un certain nombre de gens nous ont dit, mais oui, mais attendez, votre axe, c'est d'abord les services. Alors on s'est dit, oui, c'est d'abord les services, mais c'est l'innovation stratégique dans nos sociétés qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, évidemment, se situe dans une logique, dans une économie dominée par les services. Et même quand nous intervenons sous une forme ou sous une autre, en pédagogie, en conseil et autres, quand nous intervenons sur des problématiques d'innovation industrielle, notre valeur ajoutée est bien de positionner le débat dans une économie de service. Car nous défendons parce qu'il faut bien un axe d'attaque. Hein. Après, bon, nous défendons que le XXIe siècle est un siècle dans lequel l'économie industrielle n'a plus sa place. C'est-à-dire la logique consistant à produire pour produire un bien et s'enrichir par le transfert de propriété pure d'un bien industriel en tenant relativement peu compte de son usage, nous paraît totalement dépassée. La logique que nous défendons aujourd'hui, c'est une logique effectivement tournée vers l'expérience et les services, en disant tout objet n'a de sens que par rapport à son usage réel, pas à l'idée qu'on s'en fait au travers d'une étude de marketing lointain, mais véritablement à son usage, et que nous sommes dans un siècle de consommation d'utilité, de consommation d'expérience, et les acteurs de l'économie qui vont produire cette expérience doivent être tournés sur cette consommation-là, peu importe que l'essentiel soit du service ou l'essentiel soit de l'objet, peu importe que ça soit issu d'un processus de production industrielle ou d'un processus de production de service, c'est en général un ensemble combiné de tout. Mais ce que l'on veut dire, c'est qu'un industriel qui se projette dans le XXIe siècle doit être concentré sur la qualité de l'expérience qu'il produit par l'intermédiaire de l'usage ou de la consommation de ce qui est produit, et que la qualité, puisque c'est un thème que l'on va reprendre, ne peut être perçue aujourd'hui que dans l'esprit du bénéficiaire, que dans l'esprit de celui qui profite ou subit le produit. Nous défendons que la qualité industrielle au sens classique du XXe siècle, c'est-à-dire on définit un cahier des charges et on le respecte, est quelque chose de relativement passé. Si le produit ne me plaît pas, c'est qu'il est mauvais. Il peut être très, très fiable et autres, mais s'il ne me plaît pas, c'est qu'il est mauvais. Si j'ai été dans la cible et que le produit ne me va pas, peu importe sa fiabilité, peu importe, il n'est pas de qualité. Au sens d'une économie de service, au sens d'une économie de l'expérience, il ne produit pas la satisfaction que j'attends, parce que ma logique est celle de celui qui perçoit, et je ne veux pas rentrer dans la logique de celui qui produit. C'est lourd de conséquences quand on est dans des univers qui ont été marqués par des approches justement de méthodes permettant de standardiser les choses qui sont absolument nécessaires, mais toujours de se rassurer en prenant le point de vue de celui qui produit. J'ai bien fait mon boulot, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Alors que la perception peut être mauvaise pour des tas de raisons. La perception d'un service, de la qualité d'un service, elle est peut-être liée à l'incivilité des gens. L'incivilité des gens, si je suis opérateur, ce n'est pas évident. Oui, mais voilà. L'opérateur est responsable en partie de l'incivilité des gens. Ça peut ne pas faire plaisir, ça peut compliquer les choses, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, dans une économie pilotée par cette logique de la consommation d'expérience et du service. Alors, je m'amuse toujours par citer quelques exemples pour mettre les gens dans l'ambiance. Bon, ça devient un peu plus difficile parce que finalement, les services, notamment les services publics, bonjour, ont tendance à tout faire pour améliorer les choses, mais on pourra en trouver surtout si on se retourne un peu sur le passé. Alors, je cite 3 exemples qui illustrent un peu la problématique. Très simple. Des exemples de vie quotidienne comme vous en vivez tous. Quelque temps, quelques années déjà,
j'entrais dessus, j'avais fait une conférence et j'avais un beau billet de 1000 francs suisses. Alors pour un banquier d'affaires, 1000 francs suisses, c'est rien du tout, on en a une liasse. Pour un professeur, 1000 francs suisses, c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc on s'empresse de vouloir aller le changer en petites coupures en euros, parce que quand même, bon. Et avenue de la Grande Armée, une agence BNP, il y a marqué échange, j'y vais, elle est ouverte, il y a des gens derrière le guichet, j'arrive avec mon billet, je veux changer mon billet. La personne me dit, ah désolé monsieur, il est midi 45, le préposé au change, et déjeuner, il faut revenir à 14 heures. Bon. Syndrome bureaucratique, absurdité d'une liaison à l'emploi complètement spécifiée. Je ne peux pas changer mon billet alors même que l'agence est ouverte, alors même qu'il y a quelqu'un qui me parle, alors même que tout est là, alors même qu'on est en univers sécurisé, parce que la définition des tâches et autres a fait que la personne qui doit le faire n'est pas là. C'est de moins en moins vrai, mais on trouve encore ce type de situation. Plus récemment, hier matin, mais pas ce matin, je prenais le RER à Saint-Germain, ce que je fais assez rarement parce que je partage mon temps entre l'Asie et la France, et je prends finalement assez peu les transports en commun en France, dont je vante les mérites quand je suis à l'étranger, parce que nos services publics, d'une manière générale, sont exemplaires du point de vue de leur performance dans le monde. Leur performance étant le rapport entre ce qu'ils coûtent et ce qu'ils produisent comme valeur, et finalement, ils ne coûtent pas très cher pour produire une valeur économique importante. C'est même vrai dans l'éducation, soit dit en passant, on critique beaucoup le système éducatif français, en particulier l'université, ce qui n'est pas ça. Et il faut quand même se rappeler une chose, c'est l'un des systèmes les plus productifs du monde. C'est-à-dire que quand on voit combien ce système coûte par rapport au nombre de gens finalement qualifiés qu'on en sort, on se dit qu'effectivement ce système est extrêmement productif. Alors évidemment, les gens ne sortent pas heureux. On ne fait rien pour que leur passage dans le système soit nécessairement très satisfaisant dans le quotidien, mais il est extrêmement productif. Alors si on compare avec le système américain, les gens sont beaucoup plus heureux comme étudiants, et ils sortent formés certes, mais à un coût qui est sans rapport avec le coût français. Donc il y a des choses à améliorer en France, mais quelquefois les caricatures vont bon train. Je reviens sur la RATP, et j'arrive effectivement à Saint-Germain-en-Laye, je descends, et déjà premier choc, évidemment je n'étais pas venu depuis un certain temps, c'est que c'est un autre monde. La ville Saint-Germain est une ville plutôt jolie, on descend dans le RATP, et tout de suite on a le choc de l'état délabré des choses. Tout est usé, tout est sale. C'est même pas sale, c'est tellement usé que ça a l'air sale même quand c'est nettoyé. Donc, problème d'infrastructure. Et puis là, dans cette masse donnée, je vois deux queues, en fait. Je vois une queue à un automate, et puis 3 automates libres, et puis une queue au guichet. Enfin, il y a 3 guichets, mais il n'y en a qu'un ouvert. Alors, je me dis, pourquoi les gens n'utilisent pas les autres automates? Ben, il y avait 3 automates en panne pour un seul qui fonctionnait. D'où la queue au guichet. Et derrière le guichet, un pauvre stagiaire en apprentissage entouré de 2 personnes, des plus seniors, en train de lui apprendre, et 2 guichets fermés de chaque côté du guichet ouvert sur lequel s'alignait la fille. Et à l'extérieur, des contrôleurs. Alors j'en avais repéré 5 ou 6, parce que c'était un jour de grand contrôle, mais un peu plus tard, quand je suis passé, il y en avait 15 de l'autre côté, les contrôleurs ne faisant rien. Surtout dans ce sens-là. Si vous voulez, à 8 h du matin, dans le sens Saint-Germain-Paris, il n'y a pas grand-chose à contrôler. Au retour, oui, mais à l'aller, bon, c'est moins évident. Et je disais au contrôleur à un moment, mais attendez, aucun des appareils marche et personne ne vend des billets. Il me dit, ah, mais ça, c'est pas mon boulot. Je croyais que vous étiez RATP. Ah oui, mais je suis contrôleur. Ah oui, mais d'accord, mais RATP, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je veux pas, vous êtes RATP, donc vous êtes responsable de... Voilà, je ne vais pas rentrer, savoir quelle est votre fonction à la RATP. Ce n'est pas mon boulot, moi, en tant que client bénéficiaire. Quand, au moment d'avoir le ticket, j'évoque la question avec l'un des seniors qui était autour de l'apprenti, et je dis, mais quand même, enfin quoi, pourquoi est-ce que vous êtes 3 à ce guichet et que personne n'est à côté? Mais monsieur, ça ne vous regarde pas. Et je dis, mais en tant qu'utilisateur de service public et en tant que client, je participe à l'effort d'amélioration et de créativité. Pourquoi est-ce que je ne m'exprimerai pas, etc., etc. Alors pour ça, d'ailleurs, l'apprenti paumé ne me donnait pas le ticket. Je dis, mais attendez, mon ticket, s'il vous plaît. Bon. Alors je veux dire que ce matin, j'ai pris le RER, tout fonctionnait. Il n'y avait pas de queue, j'avais aucune raison, c'est toujours délabré, mais ça fonctionnait bien. Et je me disais quand même, il faut reconnaître que la réactivité est quand même considérable et que ça m'embête de plus en plus parce qu'il y a de moins en moins de belles histoires comme ça à raconter, parce que les choses n'arrêtent pas de s'améliorer. Donc on va finir, c'est comme les chercheurs qui trouvent, si vous voulez, les chercheurs qui trouvent, ils tuent le métier, et les profs qui sont dans des environnements qui s'améliorent, au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à dire, donc je m'inquiète. Néanmoins, il y a quelques années, avant même que M. Huat prenne ses fonctions, et avant même que on note de sérieuses améliorations de qualité dans les aéroports de Paris. Roissy en particulier était connu
dans le monde entier, est classé comme étant un aéroport dans lequel la qualité de service était parmi les plus mauvaises. J'ai souvenir d'une anecdote, là aussi, qui, encore une fois, est d'avant votre temps, d'avant les améliorations, je prends les précautions. C'était un soir, vol pour Singapour, le terminal d'à côté s'était écroulé en partie, sachant qu'il n'y a qu'en France que les terminaux s'écroulent. Mais bon, ils sont conçus par les plus grands architectes qui, pendant ce temps-là, sont en Chine et autres, à concevoir les... Bon. Et donc, il n'y avait pas tellement de place. Il y avait ce vol pour Singapour qui est évidemment plein comme toujours. Le problème de l'aéroport de Paris, c'est que les vols sont toujours pleins. Bon. Et il y avait une femme, visiblement pas française, qui avait fait un autre vol, qui reprenait ce vol, qui avait un bébé accroché devant elle comme ça, et un autre qui devait avoir 10 mois de plus à peine, dans une petite voiture derrière. Et elle voulait aller aux toilettes. Le problème, c'est que les toilettes étaient à l'étage en dessous. Alors, premier élément, comment est-ce qu'on peut imaginer de concevoir un appartement, une maison, où les toilettes sont à l'étage en dessous? Il y a des choses comme ça bizarres dans la conception même des espaces, à savoir qu'à un moment, un architecte va se dire, ça c'est une surface annexe, on la met à un endroit moins accessible. Deuxièmement, il y avait un ascenseur pour y aller. Il était en panne, il avait marqué en panne. On comprend que des outils soient en panne. On ne comprend pas qu'il n'y ait personne pour réparer. On va dire, oui, mais il est 11h du soir, 11h30, les gens, mais s'il y a des clients, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour réparer? Parce qu'on ne peut pas leur dire, attendez, à 5h, ça s'arrête, vous êtes toujours là, mais on ne produit plus le service. Et il y avait un escalier, mais il n'y avait personne, ni d'Air France, ni d'Aéroport de Paris. D'ailleurs, c'est normal, s'il y avait eu des gens d'Aéroport de Paris, il y aurait des gens d'Air France, ça les aurait rassurés. S'il y avait eu des gens d'Air France, il y aurait eu des gens d'Aéroport de Paris, ça les a rassurés. Mais là, il n'y avait personne, c'était beaucoup plus simple. Donc j'ai aidé la jeune femme à descendre avec le petit chariot, et j'espère que depuis, quelqu'un l'a aidé à remonter, sinon depuis 4 ou 5 ans, elle est encore en bas. Ce qui est impossible, car depuis, dans cette terminale, les choses ont été reprises, les toilettes ont été mises à l'étage, et on n'a plus besoin d'ascenseur, la question ne se pose pas. Les choses ont évidemment été à un moment pris en main. Mais ce qui était significatif dans ce dernier exemple, qui précédait l'ère, la vôtre, j'insiste, c'est à la fois la conjonction de l'erreur de conception, de l'erreur de management, de l'absence d'appréciation de qui fait quoi, et d'une manque de concertation entre les différents acteurs. Donc il était relativement facile comme ça de faire un cas d'école en montrant l'accumulation d'erreurs liées à une absence d'esprit de service partagé. Alors, quand on est face à ces situations, qui, je le répète, sont finalement de moins en moins fréquentes chez nous, alors que si vous allez aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, là, vous pouvez remplir votre besace d'exemples autrement plus significatifs. Néanmoins, face à ces situations, la première réaction de la plupart d'entre nous, en particulier d'entre nous, c'est le cynisme. Parce qu'on sait, comprend. Comprend d'abord qu'il y a des rigidités réglementaires. Parce que les gens, ils ont des horaires de travail, il y a les syndicats, il y a des règlements du travail, il y a des tas de choses, etc. Donc, voilà, ça explique beaucoup de choses. Aux États-Unis, la compagnie aérienne américaine qui a le plus fort niveau de satisfaction client, c'est Southwest Airlines, dont 85% des employés sont syndiqués. Le fait qu'il y ait un syndicat n'est en aucun cas un frein, un syndicat puissant, à la qualité du service de cette compagnie aérienne. Alors, il faut préciser quand même que dès que vous avez fait 6 mois à Southwest Airlines, vous commencez à recevoir des actions. Ce qui fait que tous les employés sont actionnaires. Ce qui fait qu'en fait, c'est un syndicat de copropriété, ça aide. De copropriétaires, ça aide. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Deuxième élément assez classique dans l'approche un peu cynique que l'on peut avoir avec ça, c'est le volume. Les volumes. Hey, quand on est dans le RER, et quand on est à l'aéroport de Paris, quand on est à la Poste, on est confronté à des volumes absolument énormes. Et c'est vrai que quand on va voir après les petites gares du fin fond de la Suisse, voilà, il n'y a pas la complexité du volume, et donc le volume peut expliquer beaucoup de choses. Oui, sauf que le volume, c'est comme la langue des apes. C'est la plus mauvaise, mais aussi la meilleure chose. C'est parce qu'on a des volumes que l'on peut arriver à mobiliser des moyens pour aller plus loin dans la réalisation des choses. C'est parce qu'on a des volumes qu'on a énormément d'informations et que l'on peut travailler cette information. C'est parce qu'on a des volumes que les enjeux sont importants et qu'ils justifient l'effort. Dans un ordre d'idée un peu différent, American Express, il y a des années, s'était dit, constatant une divergence de perception entre finalement l'utilisateur d'un voyage professionnel et puis celui qui paye,
celui qui voyage voulant être bien traité, celui qui paye voulant que ça coûte le moins cher possible, c'est logique, s'étaient dit jouant sur le volume. Et ils avaient bâti toute une offre vis-à-vis des entreprises consistant à dire, regardez, si vous nous confiez la totalité de la gestion des voyages, et notamment de l'information, nous, on peut faire pression auprès de compagnies aériennes et autres, par exemple, pour que vous puissiez payer, entre guillemets, je fais plus simple parce que c'est plus compliqué que ça, le tarif économique alors que vos gens sont garantis de voyager en business class. En utilisant, comme disait l'américain, leveraging, le volume, on peut faire plus que si justement on ne profite pas de cette dimension. Le volume, ça peut tout à fait être quelque chose d'extrêmement positif. Encore faut-il effectivement retourner la difficulté et en faire un avantage. Troisième élément, l'effet d'écosystème. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'observe tous les jours, en utilisateur très fréquent de l'aéroport Charles de Gaulle, qu'on attend quand même beaucoup moins à la police, quoi. Il y a quand même beaucoup plus de guichets ouverts. Mais je me souviens d'il n'y a pas si longtemps, une époque où vous arriviez à 6 h du matin, vous avez fait 14 heures de vol, vous aviez une queue absolument immense, et vous aviez 3 guichets ouverts, quoi. Et puis tout le reste fermé. Et la police des frontières, elle était là, et vous disiez, mais qu'a fait l'aéroport de Paris? La police, oui, mais pour l'utilisateur, tout ça, c'est un ensemble, c'est un écosystème, et la perception est le résultat de l'effort de tout l'écosystème. Nous continuons encore, les uns et les autres, à maudire les taxis à la sortie de l'aéroport de Paris, parce qu'ils ne veulent pas vous payer par carte de crédit, et qu'ils vont faire des croix à la bannière, ou éventuellement ils vous disent oui, puis ils vous arrêtent devant un guichet en disant allez prendre du liquide parce que ma machine ne marche pas, parce qu'ils ne veulent pas payer, parce que plein de choses, parce que, bon, mais ça, c'est bien la faute de l'aéroport de Paris. Évidemment, que le directeur de la qualité d'aéroport de Paris, il dit par rapport à ça, c'est quand même un sujet difficile. Évidemment, c'est un sujet difficile. Parce que dans une logique de production, on se dit, moi, je ne produis pas le service taxi. Je produis des services qui permettent d'aller au taxi. Mais après, le taxi n'est plus le service. Mais en tant qu'utilisateur, je prends ce taxi parce que je passe par l'aéroport. C'est un ensemble. Et cet ensemble-là, il n'est absolument pas lié à qui est l'opérateur. Il est lié à la combinaison des efforts de tous ces opérateurs plus ou moins coordonnés. Ce qui crée effectivement un niveau de complexité extrêmement important. Alors là, c'est quelque chose qui est bien perçu aujourd'hui. Quand on regarde les développements qui ont été faits ces années pour comprendre ce qu'on appelle les service systems, les systèmes de service, mais l'appellation anglaise et anglo-saxonne est comprise. C'est-à-dire il y a toute une conceptualisation, il y a des gens du MIT, l'Université de Cambridge qui ont beaucoup travaillé, des acteurs comme IBM et autres qui ont beaucoup aidé, CSC certainement, pour essayer de définir ce qu'était un système de service, comment on pouvait arriver à bien comprendre toutes les interactions, voire à les mettre en équation, voire à arriver à jouer, notamment à cause de la maîtrise, du fait de la maîtrise de l'information, pour finalement essayer d'optimiser la performance du système service plutôt que simplement accumuler les performances des différents acteurs de service qui sont liés. Un système service, c'est beaucoup plus que simplement une grande boîte dans laquelle on a mis différents prestataires. C'est la mise en cohérence de l'ensemble de ces prestations, de l'ensemble de ces processus au sein d'un écosystème et que l'on cherche à optimiser, avec un enjeu qui est de savoir qui pilote. Derrière, on voit aussi ces dernières années se développer énormément ce que l'on appelle l'Open Service Innovation. Open Innovation, une vieille histoire dans le domaine industriel et autres, l'innovation ouverte qui permet d'aller chercher vers l'extérieur les sources d'idées et autres. Dans le domaine plus large des services, ce thème de l'innovation ouverte dans les services, Open Service Innovations, a donné lieu à des développements extrêmement ambitieux et extrêmement encourageants parce que de plus en plus, les acteurs s'intéressent à des problématiques d'ordre social. Car dès qu'on est dans les services, ça ne se limite plus au secteur marchand versus un secteur public ou social. En général, il y a combinaison des deux. Il y a des parties marchandes, il y a des parties de services publics, il y a des parties qui sont liées à la responsabilité sociale. Et cet ensemble constitue des choses pour lesquelles il faut savoir travailler simultanément sur différents registres, dans lesquels l'un des éléments importants est de revenir à l'expérience, c'est-à-dire à la production d'émotions, c'est-à-dire au sens, et qu'on voit dans les domaines de la mobilité, on en parlait, dans les domaines de l'habitat social et autres, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines du financement des petites entreprises, des actions locales et autres, on voit se développer des systèmes d'innovation ouvertes, souvent supportés par de grands acteurs, notamment du monde de l'informatique, avec quantité de tentatives tout à fait nouvelles de reposer le problème, notamment en se disant arrêtons
de raisonner de manière trop rationnelle. Il faut au contraire renverser les choses. Démarrons par l'émotion, l'expérience, l'émotion, et mobilisons le rationnel pour régler les problèmes techniques qui vont se poser, sans faire du rationnel l'élément de base sur lequel on va fonder la formulation de nos solutions. Et puis le dernier point, et puis là je vais m'arrêter quand même, et qu'il faut souligner, c'est aussi la complexité dans les univers de service de la définition du client. C'est pour ça que j'avance de plus en plus l'idée qu'il n'y en a plus. Ce qui évidemment est compliqué, parce que nous continuons à raisonner dans une logique d'économie industrielle du XXe siècle, et il nous faut un client, quoi. On ne sait pas faire, il nous faut un client, il nous faut un produit, il nous faut un client. Je dis, il n'y a plus de produit, il n'y a plus de client. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos univers, de plus en plus, il y a 3 niveaux d'appréciation de ce qui est fourni. Il y a le bénéficiaire. Les bénéficiaires, les usagers, les utilisateurs, les consommateurs. Celui ou celle qui, l'humain, la personne, qui en bout d'une chaîne plus ou moins complexe, bénéficie, consomme, use, utilise un transport, un yaourt, quoi que ce soit. Bon. Il y a toujours un bénéficiaire. Il n'y a pas d'exemple de B2B qui n'aille pas vers un si. C'est toujours du B2B, to B, to B, to B, to C. En bout de course, c'est toujours un si. S'il n'y a pas de si, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a tout ça avant. Ça n'a aucune utilité, quoi. En final, tout ça a quand même pour but d'apporter une valeur ajoutée à des personnes. Quelle que soit la question. Quand on développe un système informatique et qu'on le vend à une entreprise, c'est bien parce que l'entreprise elle-même a des clients, qui elle-même a des clients. En final, tout ça se justifie par un si. Donc il y a ce niveau-là. Et dans une approche que l'on veut simplistique en disant il me faut un client, il m'en faut qu'un, quelque part on oublie l'intérêt de ces clients-là. Dans une structure complètement différente de celle citée là, et donc je ne citerai pas parce que c'est facile de voir, mais lié au transport aussi, mais au transport par bus. On discutait comme ça avec un paquet de responsables d'exploitation du client, et puis au bout de 10 minutes, on ne se comprenait pas, et évidemment... on ne se comprenait pas, mais je devinais la chose. C'est-à-dire, moi, volontairement, je parlais clients, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le bus. Et eux, ils me parlaient clients, c'est-à-dire les collectivités locales qui payaient pour les bus. Et mais, vos bus, ils tournent pour quoi? Ils tournent pour les mairies. Non, ils ne tournent pas pour les mairies, ils tournent parce qu'il y a des gens qui rentrent dans les bus, qui utilisent les bus. Hein, il faut quand même se souvenir. Et qui ils sont? Combien vous en avez? Quelles sont leurs caractéristiques sociologiques et autres? Ils ne les connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas parce que c'est... oui, ils sont dans... Et pourtant, ce n'est pas la RATP qui, au contraire, a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là pour les bus, remarquables, beaucoup plus d'ailleurs que... C'est un peu plus facile que pour les métros. Mais ça pose une vraie question, encore une fois. Quel est, au final, est-ce qu'on ne risque pas, en se concentrant sur celui qui paye, c'est-à-dire le niveau d'au-dessus, les autorités ou les personnes qui injectent de la ressource financière qui payent? Mais est-ce que celui qui paye est le client? Oui, mais attendez, ça dépend ce qu'on met derrière le client. Si on dit le client, c'est celui qui paye, point, moi je veux bien. Si on dit le client, c'est celui vers lequel on tourne les efforts, je ne veux pas. Car celui qui paye n'est pas plus important que celui qui bénéficie. C'est pas parce qu'il paye qu'il aurait plus de droits. Faut quand même pas rigoler. Regardez dans l'éducation, hein, si on se disait finalement les programmes dans lesquels ceux qui payent, c'est la société, dans bien des cas, et l'étudiant ou l'élève, il ne paye pas. Donc, est-ce qu'on traite mal? C'est un peu ce qui se passe quelquefois, mais bon. Hein, qu'est-ce qui se passe si Google disait, ceux qui regardent là, mais à Google, là, j'en ai rien à faire, ceux qui utilisent Google, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les annonceurs. Au bout d'un moment, il n'y aurait plus aucun annonceur qui paierait pour aller sur Google. Hein, les annonceurs, ils sont intéressés à aller voir Google parce que Google travaille d'abord pour les utilisateurs qui ne payent pas. Donc, on est quand même dans une logique dans laquelle il y a ces 2 niveaux, puis il y a un 3e niveau. De plus en plus fréquent, c'est la prescription. Qui prescrit la consommation de nos offres? La prescription, c'est évidemment le plus simple, c'est d'imaginer le médecin qui va vous prescrire un traitement donné dans une clinique et autres. Donc on voit bien le prescripteur, ceux qui payent, c'est les assurances, dont la sécurité sociale, et puis le bénéficiaire, c'est le patient qui va profiter de quelque chose. Oui, mais quand on y réfléchit aujourd'hui, ça s'applique à un paquet de secteurs. Et quelquefois, on ne le voit pas, mais il existe. Le simple fait de poser la question est important. Aujourd'hui, notamment, les prescripteurs les plus importants. Qui irait, je ne sais pas moi, en Thaïlande sans regarder TripAdvisor? Hein? Un réseau social dans lequel on va trouver des avis sur les hôtels, des avis plein de choses pour faire son choix. Ce sont des prescripteurs. Oh, c'est une vieille histoire. Le guide Michelin, début du XXe siècle, donnait des avis sur les stations-service. Et des stations-service, ils sont passés au restaurant, etc. C'est bien la même idée. Donc les prescripteurs, ils sont partout, ils constituent une cible. Et donc dans nos activités économiques du XXIe siècle, quand on veut produire l'expérience qui va bien, on a ces 3 cibles, et quelquefois on les oublie. Prescripteurs, ceux qui payent, en partie ou tout, et ceux qui bénéficient.
Et les efforts doivent être faits simultanément à ces trois niveaux et de manière équilibrée pour que l'ancrage du modèle économique tienne bien. Vous savez, c'est comme la vigne vierge qui monte un mur, quoi, avec les petites pattes. Vous savez, les vignes vierges, enfin, moi j'en enlève régulièrement dans la maison, elle est plus rapide que moi. Et vous voyez les petites pattes qui viennent se coller là. Hein. Alors quand vous avez une vision bien complète de qui sont ceux qui apprécient, puis vous collez les petites pattes sur les différents niveaux, vous avez un modèle qui résiste plus au choc. Alors que quand vous êtes accroché qu'à un seul niveau, bah, vous êtes évidemment naturellement plus secoué. Alors, tout ça pour dire que le cynisme qui nous permet, comme ça, en analysant les choses, d'expliquer tout, s'il s'accompagne de la lassitude, parce qu'on est un peuple vieux et fatigué pour en tout cas un grand nombre de nous ici, quand je suis à Singapour, j'ai des gens qui finalement se considèrent pas comme ça, il peut conduire à la fatalité. Et je terminerai simplement en disant que justement l'esprit de service, c'est peut-être avant tout le fait de refuser la fatalité. En se disant, quelle que soit la situation, oui, on peut comprendre, oui, on peut être fatigué, mais c'est parce qu'on utilise ça comme une excuse, c'est parce qu'il y a le prétexte de ci ou ça, c'est parce qu'on est un vieux peuple, c'est parce que les choses sont usées, qu'on accepte et que l'esprit de service tombe et que bien évidemment la performance chute. Maintenir au plus haut niveau l'esprit de service qui s'accompagne d'un esprit de performance pour produire quelque chose, c'est avant tout refuser cette fatalité et en permanence se dire que ce qui est intéressant, c'est bien de relever ces défis, parce que finalement, c'est ce qui donne le sens de la vie, et pour les bénéficiaires, et pour les employés, qui y voient une source de motivation considérable. Il n'y a rien de pire qu'un paquet d'employés résignés. Il n'y a rien de mieux qu'un paquet d'employés qui se sent motivés par le fait d'arriver, dans une logique d'esprit, à une performance. Et même si cette performance, on ne va pas nécessairement la mesurer d'une manière polissée, etc., parce que là, on risque d'avoir un effet de rejet, quand ça devient un élément de culture, un élément de fierté, un élément de satisfaction. Et donc, ce que je crois qui est intéressant aujourd'hui dans ces deux témoignages, c'est de voir que La Poste, peut-être avant, Aéroport de Paris, très largement aujourd'hui, sont des organisations qui ont embrassé ces défis. Et quand je pense à La Poste en particulier, car je suis titulaire de la chaire La Poste, de Innovation et Services, et j'en suis très heureux qu'en plus elle a été renouvelée pour 4 ans. Donc je rends hommage à cette clairvoyance de La Poste de voir un intérêt à continuer à collaborer avec l'ESSEC, et je vois l'intérêt pour l'ESSEC de collaborer étroitement avec La Poste. Clairement, quand on voit effectivement les efforts qui ont été faits à La Poste, dans un contexte dans lequel on aurait pu dire il y a un certain nombre d'années, oh là là, l'inertie, le côté bureaucratique, l'héritage lointain, vieille entreprise, etc., etc. Les étudiants de l'ESSEC d'il y a quelques années voyaient La Poste comme une espèce de monde poussiéreux dans lequel il n'y avait pas d'intérêt. Aujourd'hui, on a un nombre très significatif d'anciens élèves de l'ESSEC à La Poste qui s'épanouissent, au même titre que beaucoup d'anciens d'HEC ou d'autres écoles, qui s'épanouissent véritablement. Et beaucoup d'autres, beaucoup de ceux-là nous disent, sont les premiers à nous dire, mais on arrive à faire des choses dans ces environnements qu'on n'arrive plus à faire dans les entreprises du monde marchand. Notamment parce que dans les entreprises du monde marchand, on est bloqué sur le court terme, on n'est pas assez ambitieux sur le plan humain, on ne va pas jusqu'au bout des choses avec la naïveté consistant à bien faire, alors que ceux-là nous disent, eh ben à La Poste, on y va à fond. C'est pas toujours facile. Oui, il y a des inerties et autres, mais en refusant cette fatalité, on avance et les gens sont plus heureux.